Aujourd'hui, nous nous rassemblons en mémoire de plus d'1 million de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous nous réunissons pour honorer leur mémoire, pour soutenir les survivants, pour transmettre la vérité aux générations futures et pour renouveler notre engagement collectif, celui du plus jamais. À toutes les personnes présentes aujourd'hui, merci de nous rejoindre en ce jour important. Nous apprécions profondément tous les amis qui, année après année, nous accompagnent sans relâche, en personne ou en esprit. Votre présence témoigne d'une solidarité sincère et d'un engagement envers la mémoire et la dignité humaine. Je voudrais également remercier Emmanuel, qui vient de témoigner. Ces témoignages gardent des souvenirs vivants, pour nous et pour ceux qui nous suivront. Ils sont précieux parce qu'ils donnent une voix à ceux qui ont été réduits au silence et ils rappellent au monde entier les conséquences terribles de la haine. Kwibuka porte une signification profonde pour notre nation. Ce souvenir n'est pas simplement regarder le passé. C'est la manière dont nous affrontons notre histoire et dépassons les divisions qui ont presque détruit notre pays. À tous les survivants, je veux vous dire ceci avec force. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous, aujourd'hui et toujours. Tout ce que le Rwanda a accompli depuis 1994 n'a été possible que parce que les Rwandais ont décidé de se tenir la main ensemble, unis vers le même objectif. Reconstruire le pays, restaurer la dignité humaine et bâtir une nation fondée sur l'unité. Nous honorons le rôle joué par tous les Rwandais dans la reconstruction de notre pays. La réalité du génocide est claire et visible pour le monde entier. Les dirigeants de l'époque ont été poursuivis et reconnus coupables grâce à des preuves irréfutables. Les tribunaux Gacaca ont documenté le coût humain du génocide dans chaque village et chaque quartier du Rwanda. Pendant 10 années de travail, plus de 15 millions de pages écrites ont été produites dans le cadre du processus Gacaca, afin de préserver les faits, les témoignages et la vérité historique. En 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant officiellement le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, avec le soutien de tous les États membres, à l'exception d'un. La vérité est donc indéniable. Et pourtant, encore aujourd'hui, certaines personnes sèment le doute et tentent de remixer les faits. Ce n'est pas simplement une question d'ignorance. C'est quelque chose de plus profond. Cela signifie que le risque de voir l'histoire se répéter reste constant si nous devenons indifférents. La négation du génocide a commencé avant même que le génocide lui-même ne commence. Il existe toujours une tendance à détourner le regard face aux signaux d'alerte ou à les prendre à la légère. Le discours de haine mène progressivement aux actes de haine, souvent déguisés en expression de mécontentement populaire. Des comportements qui devraient être directement condamnés et punis sont rationalisés, minimisés et banalisés. La préparation du génocide fut masquée derrière un faux récit de peur populaire et de frustration populaire. Peu à peu, une équivalence morale a été créée entre les personnes ciblées par le génocide et les planificateurs de celui-ci. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui prétendent que le génocide fut un événement spontané. Ce n'est pas vrai. Le génocide contre les Tutsis a été soigneusement préparé et exécuté devant les yeux du monde. Malheureusement, certaines personnes qui avaient autrefois parlé et dénoncé la vérité parce qu'elles avaient été témoins des faits, sont devenues plus tard des acteurs de la distorsion de cette même vérité, principalement pour des raisons politiques. Les milices furent entraînées et endoctrinées dans la haine. Les armes furent importées en grande quantité, et les Rwandais qui s'opposaient à cette idéologie furent menacés ou assassinés. Avant 1994, les communautés Tutsis avaient déjà été victimes de vagues répétées de massacres afin de normaliser les tueries, mais aussi
de mesurer la réaction du monde. Et à quelques exceptions près, le monde n'a pas réagi, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans les années 60, lorsqu'un nombre incalculable de Tutsis furent tués ou forcés à l'exil, certaines voix internationales décrivaient déjà ces violences comme des exécutions systématiques. La même tendance continua à la fin des années 80 et au début des années 90, lorsque des communautés Tutsis comme les Bagogwe dans le nord-ouest du Rwanda furent ciblées dans des attaques organisées. En 1993, une commission internationale dirigée par Jean Carbonard enquêta sur ces atrocités. Après avoir étudié les massacres de masse et l'implication de l'État, cette commission conclut qu'un génocide était en préparation. On était en 1993. Cette même année, des envoyés spéciaux des Nations Unies avertirent qu'une propagande organisée présentant les Tutsis comme des ennemis se répandait ouvertement afin de préparer la population à des violences de masse. En janvier 1994, le commandement des Nations Unies au Rwanda envoya un fax au quartier général à New York, signalant que les Interahamwe stockaient des armes en préparaient des listes de Tutsis à tuer. La réponse fut tragique. Il fut ordonné de partager ces informations avec le gouvernement qui préparait justement le génocide et de ne prendre aucune autre mesure. Et tristement, la réaction aujourd'hui dans certaines régions n'est parfois pas différente. Nous pouvons encore voir devant nos yeux les conséquences de l'indifférence et de la banalisation de la haine. Quand le génocide commença, la nature du crime était pourtant évidente. Tous les Tutsis étaient ciblés à cause de leur identité. Aucun endroit n'était sûr, ni même les églises, ni même les écoles. Mais au milieu de cette tragédie, l'humanité et le courage de nombreux Rwandais se sont également révélés. Certains ont pris des risques immenses pour cacher et protéger leurs chers concitoyens. Pendant ce temps, la réaction de la communauté internationale fut principalement d'évacuer les étrangers et de retirer la plupart des casques bleus. À l'Eto de Kichukiro, lorsque les casques bleus se retirèrent, des milliers de Tutsis furent abandonnés et livrés à la mort. Des scènes similaires se répétèrent à travers tout le pays. Si ces forces avaient reçu le soutien nécessaire pour protéger les Rwandais, les tueurs auraient pu être neutralisés et d'innombrables vies auraient pu être sauvées. Les vies qui furent sauvées par les quelques casques bleus autorisés à rester montrent clairement combien davantage aurait pu être accompli avec une véritable volonté politique. Même lorsque les massacres s'intensifiaient, les mots utilisés pour décrire la situation faisaient l'objet de calculs politiques. Le génocide est pourtant défini dans le droit international précisément afin de créer une obligation d'intervenir. Être témoin d'un tel crime et refuser délibérément d'utiliser le terme génocide revient à une forme de négationnisme. Des technologies existaient pour neutraliser la radio qui dirigeait les massacres. Les plans permettant d'interférer avec les signaux radio étaient prêts. Les responsables avaient même calculé le coût de cette opération. Mais finalement, cette intervention fut jugée trop coûteuse et potentiellement contraire à la souveraineté rwandaise. Ainsi, le coût fut considéré comme plus important que les vies humaines, que nos vies. Pour beaucoup de Rwandais, la leçon fut brutale. Lorsque la valeur de nos vies n'est pas alignée avec certains intérêts politiques, alors elles deviennent négligeables, insignifiantes aux yeux de certains. Et ces leçons n'ont jamais été oubliées. Et c'est pourquoi le Front patriotique rwandais a dû mener la campagne pour arrêter le génocide. Et il y est arrivé. Leur plus profonde source de chagrin fut de ne pas avoir pu arriver plus tôt. C'est une vérité historique simple, même si certains hésitent encore aujourd'hui à l'admettre pour des raisons que nous ne comprendrons sans doute jamais. La culture et le caractère des forces de défense rwandaises actuelles ont été forgés
durant ces moments tragiques. Aujourd'hui encore, ces valeurs guident les forces rwandaises engagées dans les missions internationales de maintien de la paix, où elles gagnent le respect à travers le monde. Aucune sanction extérieure ni aucune insulte ne pourront ternir l'honneur et l'intégrité des forces armées et de sécurité rwandaises. Après le génocide, les Rwandais ont choisi de reconstruire leur pays ensemble avec une promesse: ne plus jamais permettre aux politiques génocidaires de reprendre racine. Et je vous le dis aujourd'hui, le génocide ne se reproduira plus au Rwanda. Malgré toutes ces rumeurs que l'on peut entendre ici en Belgique ou dans la région des Grands Lacs, cela ne reste que du bruit. Pourquoi? Pas uniquement parce que je vous le dis aujourd'hui en tant qu'individu, mais parce que les Rwandais, jeunes et moins jeunes, sont aussi déterminés que moi à protéger cette promesse du plus jamais. Le Rwanda a fait face à beaucoup de critiques, et beaucoup tentent encore aujourd'hui de déformer notre histoire. Mais nous aurons toujours le pouvoir d'utiliser notre esprit pour voir la vérité et notre voix pour dénoncer ce qui est faux et injuste. Personne ne pourra nous réduire au silence. Nous devons également rester lucides face aux dangers qui persistent. Lorsque le gouvernement génocidaire s'effondra en juillet 1994, des soldats et des miliciens fuirent vers l'est de la RDC en forçant des millions de civils à les suivre. Dans ces camps frontaliers, ils se réorganisèrent pour devenir notamment les FDLR, lançant régulièrement des attaques contre le Rwanda, coûtant encore des dizaines et des milliers de vies. Des dizaines de milliers de vies. Cette période fut connue sous le nom d'insurrection des Watyengezi. La frontière occidentale du Rwanda ne fut entièrement sécurisée qu'à la fin des années 90, grâce aux efforts combinés de l'armée rwandaise et des courageux habitants de cette région. Depuis lors, les mesures de défense du Rwanda ont toujours eu pour seul objectif d'empêcher que de telles attaques ne puissent se reproduire. Ce problème ne devrait pas être laissé au Rwanda seul. Ignorer cette menace revient à récompenser ceux qui l'alimentent tout en pénalisant le Rwanda parce qu'il se défend. Imaginez un fermier dont le terrain prend feu. Au début, les flammes sont petites. Certains voisins pensent que cela ne les concerne pas. D'autres disent que le vent change, que le vent changera et que le feu s'éteindra de lui-même. Alors ils regardent et attendent. Mais le vent ne change pas. Pendant ce temps, un pyromane ajoute de l'huile sur le feu. Les flammes se propagent alors d'un terrain à l'autre, puis atteignent les forêts, les villes et au-delà. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde court chercher de l'eau et demande la création d'un service incendie. Les Africains, plus que beaucoup d'autres, devraient comprendre le danger de la passivité morale face à l'extrémisme, à la haine et à la violence. Aujourd'hui, notre continent connaît le plus grand nombre de conflits dans le monde. En 1994, les institutions africaines ont elles aussi échoué à répondre à la tragédie. Et lorsque nous parlons de souveraineté africaine, un principe légitime et nécessaire, cela devrait également signifier que les institutions africaines agissent avec détermination lorsque des vies africaines sont menacées. Les mauvais acteurs ne devraient jamais pouvoir se cacher derrière le principe de souveraineté, afin d'éviter toute responsabilité pour les violations des droits humains. Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les erreurs du passé. L'idéologie génocidaire circule encore dans notre région, et parfois même ici en Belgique. Si nous la laissons se propager sans réagir, elle possède le pouvoir de nous ramener vers notre passé tragique. Certaines prétendent que le Rwanda exagère ou poursuit d'autres objectifs. Ce n'est pas seulement faux. Cela révèle le même cynisme profond qui a conduit à la tragédie que nous commémorons aujourd'hui. Ce qui maintient aujourd'hui le Rwanda debout, c'est l'unité des Rwandais et la conviction profonde que nous avons, comme tous les peuples du monde, le droit de vivre en sécurité, avec dignité et en paix avec nos voisins. Ce que nous demandons au monde est simple, être des partenaires dans la lutte contre l'extrémisme au lieu de punir le Rwanda parce qu'il se défend. Nous devons aux futures générations rwandaises plus que la simple survie. Elles méritent d'hériter d'un pays sécurisé, uni et ambitieux. Elles méritent également une Afrique intégrée, forte et confiante.
Nous vous invitons donc à vous tenir avec nous dans la mémoire, mais aussi dans l'action. Je vous remercie pour votre patience et votre douce attention. Voilà, Cosetienne.